Baiolo, un village niché au cœur d'une vallée verdoyante, était un lieu où la paix et l'harmonie semblaient régner sans partage. Ses habitants, appelés les Baiolois, formaient une communauté soudée par des liens de solidarité qui transcendaient les différences. Ici, la vie semblait couler comme un fleuve tranquille, rythmé par les chants des oiseaux, le bruissement des feuilles au vent, et le sourire toujours présent sur les visages. Baiolo n'était pas un village ordinaire. Son existence était le fruit d'efforts immenses et de luttes tenaces menées par les ancêtres de ses habitants. Ces derniers racontaient souvent les histoires de ces temps anciens, où il avait fallu surmonter de nombreux obstacles pour fonder ce havre de paix. Les années de travail acharné, de sacrifice et de persévérance avaient forgé l'identité de Baiolo, en faisant un symbole d'unité et de résilience. Chaque maison, chaque sentier, et chaque champ racontait une histoire de détermination et de courage. La vie à Baiolo était enracinée dans des valeurs fondamentales. Les Baiolois avaient une compréhension profonde du sens de la communauté. Ils travaillaient ensemble pour cultiver les terres fertiles qui entouraient leur village, partager les récoltes et s'entraider dans les moments de besoin. Les difficultés étaient affrontées collectivement, et chaque succès était célébré comme une victoire commune. Cette solidarité était la pierre angulaire de leur mode de vie, renforcée par une profonde fierté pour leur héritage. En harmonie avec leur environnement, les Baiolois éprouvaient un profond respect pour la nature qui les entourait. Les forêts denses, les collines douces et les ruisseaux limpides étaient considérés comme des dons précieux de la terre. Cette relation intime avec la nature se reflétait dans leurs pratiques agricoles durables, leurs rites spirituels et leur artisanat traditionnel. Les enfants apprenaient dès leur plus jeune âge à protéger leur environnement, et les légendes racontées au coin du feu inculquaient le respect pour les êtres visibles et invisibles qui habitaient ces paysages. Les coutumes de Baiolo étaient un autre élément distinctif de ce village. Profondément ancrées dans leur culture, elles guidaient chaque aspect de leur existence. Pourtant, les Baiolois savaient aussi faire preuve de tolérance. Bien qu'ils chérissent leurs traditions, ils n'imposaient pas leurs croyances aux étrangers. Cette ouverture à la diversité culturelle était particulièrement visible lors des nombreuses fêtes qui ponctuaient leur calendrier. Ces célébrations étaient des événements spectaculaires, où l'on pouvait sentir l'âme même de Baiolo. Chaque fête avait sa propre signification, qu'elle soit religieuse, agricole ou historique. Les rues du village s'animaient de couleurs et de sons, avec des défilés, des danses et des musiques qui reflétaient la richesse de leur patrimoine. Les plats traditionnels, préparés avec soin, étaient partagés entre tous, créant des moments de convivialité et de joie partagée. Ces fêtes attiraient des visiteurs de loin. Marchands, voyageurs et curieux affluaient pour découvrir les merveilles de Baiolo. Les habitants accueillaient ces étrangers avec une hospitalité sans pareille, leur ouvrant leurs maisons et leur cœur. C'était l'occasion pour le village de montrer au monde la richesse de sa culture et l'énergie de son esprit communautaire. Les échanges avec les visiteurs étaient enrichissants, apportant des idées nouvelles tout en renforçant l'identité de Baiolo. Malgré son ouverture, Baiolo était farouchement protecteur de ses valeurs et de ses traditions. Les chefs du village, à la fois guides spirituels et leaders communautaires, jouaient un rôle central dans la préservation de cet équilibre. Ils étaient respectés non seulement pour leur sagesse, mais aussi pour leur capacité à unir la communauté. Chaque décision importante était prise collectivement, après de longues discussions pour s'assurer qu'elle reflétait l'intérêt général. Baiolo n'était pas seulement un lieu géographique, mais une véritable entité vivante, enrichie par les souvenirs et les espoirs de ses habitants. La combinaison unique de traditions anciennes et d'ouvertures modernes était ce qui rendait ce village si spécial. Ses habitants savaient qu'ils avaient hérité d'un trésor inestimable, et ils étaient déterminés à le préserver pour les générations futures. Ainsi, chaque jour à Baiolo était une célébration de la vie, de la communauté et de la nature, un équilibre précieux qui inspirait tous ceux qui avaient la chance de le visiter. Lors d'une de leurs fameuses fêtes traditionnelles, le village de Baiolo accueillit un groupe d'étrangers venus de contrées lointaines, de l'Occident pour être précis. Ces visiteurs étaient un mélange d'aventuriers, de chercheurs de nouveautés et de simples curieux à la recherche d'authenticité. Ils furent immédiatement fascinés par la vitalité et la richesse culturelle de Baiolo. Leurs yeux s'éclairèrent face aux costumes vibrants, aux danses rythmées et à la musique envoûtante qui résonnait dans les rues. Les villageois, fidèles à leur réputation d'hospitalité, leur réservèrent un accueil chaleureux. On les invita à partager les repas collectifs et à participer aux festivités. Autour des grands feux de joie, ils eurent l'occasion d'écouter les légendes de Baiolo racontées par les anciens, tout en savourant des mets locaux à base de manioc, de poissons et d'épices rares. Cette chaleur humaine impressionna profondément les étrangers, qui se sentaient à la fois bienvenus et intrigués. Cependant,
ce premier émerveillement fut rapidement suivi d'une curiosité intense. Les étrangers, peu habitués à une telle immersion culturelle, commencèrent à poser de nombreuses questions sur les coutumes locales. Ils voulaient tout savoir, le sens des danses rituelles, l'origine des symboles gravés sur les totems, et les significations des chants sacrés. Leur soif de connaissance était sans limite. Certains villageois, flattés par cet intérêt, prirent plaisir à expliquer leurs traditions avec détail, tout en insistant sur les règles à respecter. Mais parmi les étrangers, tous n'étaient pas animés par le même respect. Si certains étaient sincèrement fascinés, d'autres affichaient une attitude teintée de scepticisme et de condescendance. Leurs questions, bien que polies en apparence, laissaient transparaître un doute sous-jacent quant à la véracité des croyances locales. L'idée que des tabous, tels que l'interdiction de toucher certains arbres sacrés ou de prononcer certains mots, puissent avoir un impact réel sur la vie des villageois leur semblait presque absurde. Cette attitude suscita une certaine perplexité chez les Bayolois. Ils n'étaient pas habitués à ce type de scepticisme, car dans leur monde, les traditions étaient non seulement respectées mais aussi vénérées. Pourtant, fidèles à leur nature bienveillante, ils choisirent de ne pas prendre ombrage de ce comportement. Ces étrangers ne comprennent pas encore notre mode de vie, pensaient-ils. Peut-être qu'en restant parmi nous, ils finiront par voir la profondeur de notre culture. Ainsi, les portes des foyers leur furent grandes ouvertes. Les familles du village rivalisèrent de générosité pour accueillir les visiteurs. Certains leur prêtaient leurs meilleures chambres, d'autres partageaient avec eux des plats préparés avec soin. Les enfants, naturellement curieux, s'étaient liés d'amitié avec ces étrangers et passaient des heures à leur montrer les jeux traditionnels ou à les emmener dans les coins les plus cachés du village. Malgré cet élan de générosité, certains signes d'incompréhension persistèrent. Lorsque les étrangers participèrent à des cérémonies sacrées, leur réaction oscillait entre un enthousiasme presque enfantin et un amusement difficile à dissimuler. Lorsqu'on leur expliqua que certains lieux étaient interdits d'accès aux non-initiés, certains hochèrent la tête avec respect, tandis que d'autres échangèrent des regards sceptiques, comme s'il s'agissait d'histoires inventées pour effrayer les étrangers. Parmi eux, Santi, le leader informel du groupe, se distinguait par son exubérance. Toujours au centre de l'attention, il posait des questions provocatrices, parfois au bord de l'irrespect. Que se passe-t-il vraiment si on enfreint ces interdits, demandait-il avec un sourire qui trahissait son incrédulité. Malgré tout, il était charmant et savait rapidement regagner la sympathie de ceux qui l'avaient pu offusquer par ses remarques. Malgré ces différences culturelles, l'échange entre les Bayolois et les étrangers était globalement positif. Les visiteurs apprenaient à apprécier des aspects de la vie qu'ils n'avaient jamais envisagés auparavant, la lenteur intentionnelle des rituels, la signification des gestes simples, et l'importance du respect dans une communauté. Les villageois, quant à eux, étaient fascinés par les histoires des étrangers sur leur propre terre, si différentes de Bayolo. Cette cohabitation temporaire semblait bénéfique, mais elle était aussi fragile. Les étrangers, bien qu'accueillis à bras ouverts, portaient en eux une vision du monde qui différait fondamentalement de celle des Bayolois. Ce contraste était parfois une source d'émerveillement, parfois une source de tension silencieuse. Pourtant, les habitants de Bayolo continuaient à espérer que leur village, avec son atmosphère unique, finirait par conquérir le cœur de leurs invités. Pour exprimer leur gratitude envers les villageois de Bayolo, les étrangers décidèrent d'organiser une fête. C'était leur façon de remercier leurs hôtes pour leur hospitalité chaleureuse et leur accueil exceptionnel. Ils réunirent tous les villageois sur la grande place centrale et distribuèrent des cadeaux, allant de tissus raffinés à des objets modernes qui fascinèrent les habitants. Les enfants étaient ravis de recevoir des jouets qu'ils n'avaient jamais vus auparavant, tandis que les adultes appréciaient les signes tangibles de reconnaissance. L'atmosphère était à la joie et au partage, les rires et les chants remplissant l'air jusqu'à tard dans la soirée. Cependant, au milieu de cette célébration, Santi, le membre le plus excentrique et provocateur du groupe d'étrangers, fit une proposition inattendue. Debout au centre de l'assemblée, il suggéra de poursuivre la fête au cimetière du village. Il expliqua avec emphase que c'était, selon lui, une manière unique et profonde d'honorer les ancêtres de Bayolo, ceux sans qui le village n'aurait jamais existé. Ces paroles étaient empreintes d'une fausse solennité qui laissait entrevoir une intention plus trouble. Les villageois, d'abord stupéfaits, exprimèrent leur réticence. Pour eux, le cimetière était un lieu sacré, empreint de respect et de silence. Y organiser une fête était une idée qui frôlait l'hérésie. Les anciens, en particulier, hochèrent la tête en signe de désapprobation, murmurant que cette proposition était un affront aux traditions. Mais Santi, avec son assurance habituelle et son charisme magnétique, insista. Il assura que leur intention était noble,
qu'ils respectaient les croyances locales et que leur présence au cimetière serait un hommage digne aux ancêtres. Certains villageois, touchés par les cadeaux reçus et ne voulant pas paraître hostiles, finirent par donner leur accord à Contreségur. La procession vers le cimetière se fit dans un silence lourd. Les étrangers, tout sourire, portaient des torchets et semblaient animés par une excitation que les villageois ne partageaient pas. Arrivés sur place, les villageois restèrent en retrait, observant avec appréhension ce que les étrangers allaient faire. Mais ce qui suivit dépassa toutes leurs craintes. Ce qui devait être une cérémonie respectueuse tourna rapidement au scandale. D'abord, les étrangers commencèrent par s'amuser bruyamment, leur rire résonnant de manière déplacée dans cet endroit sacré. Puis, l'atmosphère dégénéra. Certains crachèrent sur les tombes, d'autres urinèrent à proximité, tandis que d'autres encore se déshabillèrent partiellement, se moquant ouvertement des croyances locales. Santi, lui, semblait prendre un plaisir particulier à provoquer. Il marchait sur les tombes en ricanant, prononçant des paroles irrespectueuses à l'encontre des défunts. Sa gestuelle et son ton trahissaient une volonté claire, démontraient que les interdits du village étaient, selon lui, sans fondement. Les villageois, horrifiés, étaient incapables de réagir sur le moment. Ils se regardaient, incrédules, tandis que certains murmurèrent des prières pour apaiser les esprits des ancêtres. L'outrage était tel qu'ils craignaient que de graves conséquences ne s'abattent sur le village. Mais ils étaient aussi paralysés par la colère et l'incompréhension. Comment ces étrangers, à qui ils avaient offert leur hospitalité, pouvaient-ils faire preuve d'un tel manque de respect? Lorsque la nuit tomba et que les étrangers quittèrent finalement le cimetière, l'ambiance était lourde de tension. Les villageois, outrés, se réunirent pour discuter de ce qui venait de se passer. Les anciens, émus, prirent la parole pour rappeler que les esprits des ancêtres étaient puissants et qu'une telle profanation ne resterait pas sans conséquence. Les plus jeunes, animés par la colère, proposèrent d'expulser les étrangers immédiatement. Mais le chef du village, sage et pondéré, leur demanda de rester calmes et d'attendre les signes des ancêtres pour agir. Pendant ce temps, les étrangers, inconscients de la gravité de leurs actes, retournaient à leur campement, riant et se vantant de leur soirée extraordinaire. Santi, en particulier, se targuait d'avoir défié les croyances locales et prétendait que rien ne s'était passé. Pour lui, tout cela n'était que superstition et folklore sans consistance. Mais au fond du village, un silence pesant s'était installé, et dans ce silence, les premiers murmures des esprits mécontents semblaient se faire entendre. Le lendemain matin, le village de Baiolo était en ébullition. La nouvelle de la profanation du cimetière par les étrangers avait rapidement circulé, se propageant comme une traînée de poudre. Chaque maison, chaque coin de rue, était animé de discussions à voix basse ou de déclarations indignées. Les villageois, autrefois si accueillants et bienveillants envers leurs hôtes, étaient maintenant emplis de mépris et de déception. Ces étrangers, qu'ils avaient traités comme des amis et honorés par leur hospitalité, avaient osé bafouer l'un des lieux les plus sacrés de leur communauté. À mesure que les heures passaient, les réactions dans le village s'intensifièrent. Les anciens, considérés comme les gardiens des traditions et de la sagesse de Baiolo, étaient les plus bouleversés. Pour eux, l'acte des étrangers était plus qu'une offense personnelle, c'était une insulte directe aux ancêtres, une rupture du lien sacral entre les vivants et les morts. Ils déclarèrent que les esprits des défunts ne resteraient pas silencieux face à un tel affront. Les femmes, souvent les piliers de la vie quotidienne du village, murmuraient des prières ferventes et répétaient des incantations pour apaiser les esprits. Les jeunes hommes, eux, parlaient avec colère de justice et de vengeance. De leur côté, les étrangers semblaient encore ignorer la gravité de leurs actes. Ils continuaient à agir comme si rien d'anormal ne s'était produit. Le leader du groupe, Santi, riait ouvertement lorsqu'il entendait les commentaires des villageois, affirmant que les interdits et les malédictions n'étaient que des superstitions. Encouragés par son attitude dédaigneuse, les autres membres du groupe adoptaient un comportement similaire, faisant preuve d'arrogance et d'irrespect. Leur certitude que rien de fâcheux ne leur arriverait leur donnait un sentiment de supériorité qui exaspérait encore davantage les villageois. Cependant, cette confiance ébranlée ne tarda pas à se fissurer. Quelques jours après l'incident, les étrangers commencèrent à ressentir des malaises étranges et inexplicables. Les premiers signes furent discrets, une fatigue inhabituelle, des frissons ou des maux de tête. Mais très vite, les symptômes s'aggravèrent. Leurs ventres se mirent à enfler de manière grotesque, provoquant des douleurs insoutenables. Leur peau, auparavant saine, était maintenant marquée de plaques rouges et de démangeaisons si intenses qu'elles les tenaient éveillées la nuit. Les vomissements, au début sporadiques, devinrent fréquents et sanglants. L'état des étrangers déclina rapidement,
les transformant en ombre d'eux-mêmes. Alarmés par ces événements, les villageois se tournèrent vers le chef de Baiolo. Ce dernier, sage et respecté, fut informé en détail des actes des étrangers au cimetière. Profondément attristé par cette violation des coutumes, il déclara que les étrangers avaient attiré sur eux la colère des ancêtres. En conséquence, il interdit formellement à tout villageois de leur venir en aide, sous peine de subir des représailles encore plus graves. Ils ont scellé leur destin, dit-il gravement, et les esprits jugeront leurs actes. Cette interdiction provoqua une onde de choc dans le village. Bien que beaucoup de villageois soient d'accord avec la décision du chef, d'autres étaient tiraillés entre leur désir de respecter les traditions et leur compassion naturelle. Cependant, la peur des conséquences et le respect pour l'autorité du chef les dissuadèrent d'agir. Ainsi, les étrangers furent laissés à leur sort, isolés et vulnérables. De leur côté, les étrangers commencèrent à réaliser que leur situation était bien plus grave qu'ils ne l'avaient imaginé. Leur arrogance initiale fit place à la panique et au désespoir. Ils essayèrent de demander de l'aide, mais leurs appels furent ignorés. Chaque porte à laquelle ils frappaient restait fermée. Dans leur isolement, ils commencèrent à comprendre que leurs actes au cimetière avaient des conséquences qu'ils n'avaient jamais anticipées. Pendant ce temps, les villageois observaient à distance l'agonie des étrangers. Certains y voyaient une justice divine, une rétribution pour leur manque de respect et leur arrogance. D'autres, bien que silencieux, éprouvaient une certaine peine devant leur souffrance. Mais aucun n'osa braver l'interdiction du chef. Les jours passèrent, et l'état des étrangers continua de se dégrader. Les villageois savaient que la situation était devenue irréversible. Ainsi, ce qui avait commencé par une célébration joyeuse s'était transformé en une leçon tragique. La colère des ancêtres, invoquée par des actes de profanation, s'était manifestée de manière implacable. Les villageois, unis par leurs croyances et leurs traditions, restaient fermes dans leurs décisions, laissant les étrangers affronter seuls les conséquences de leurs actes. Les jours passèrent et la souffrance des étrangers atteignit des sommets inimaginables. Abandonnés par les villageois, ils étaient livrés à eux-mêmes, à la fois physiquement malades et psychologiquement tourmentés. Chaque minute était une lutte, chaque douleur une réminiscence de leurs actes de profanation au cimetière. Les regards de mépris et de reproche des villageois, bien que silencieux, étaient aussi écrasantes que leur souffrance physique. Aucun secours n'était offert, aucune main tendue. Ils étaient isolés, non seulement dans leur corps malade, mais également dans l'hostilité manifeste d'une communauté blessée par leur mépris des coutumes sacrées. Santi, le meneur du groupe et instigateur des actes de profanation, fut le premier à succomber. Son état s'était rapidement dégradé. Ses vomissements sanglants et les douleurs insupportables qu'il éprouvait finirent par avoir raison de lui. Le jour de sa mort fut marqué par une étrange atmosphère dans le village, certains éprouvèrent un sentiment de justice, d'autres ressentirent une inquiétude sourde quant à la colère des esprits. Mais la majorité resta froide, interprétant ce décès comme une conséquence naturelle de son irrespect. Les survivants, quant à eux, étaient terrifiés. Non seulement leur corps continuait de les trahir avec des douleurs et des symptômes inexplicables, mais ils commencèrent à voir des choses étranges. La nuit, des ombres dansaient autour d'eux, et des murmures incompréhensibles résonnaient dans leurs oreilles. Ils apercevaient des silhouettes vêtues de tissus anciens, des visages graves et accusateurs qu'ils ne connaissaient pas. Les esprits des ancêtres, disaient les anciens du village, venaient réclamer justice pour l'affront subi. Ces visions hantèrent les étrangers à tel point qu'ils devinrent presque fous, incapables de discerner le rêve de la réalité. Pris de panique, les survivants comprirent qu'ils ne pouvaient affronter seuls cette situation. Ils se résolurent alors à aller voir le chef du village. Affaiblis, certains rampant presque, ils se présentèrent devant sa demeure. Leur apparence décrépite et leur regard rempli de terreur suscitèrent un frisson parmi les habitants. Le chef, assis dans sa cour entouré des anciens, les écouta sans un mot. Les survivants implorèrent son aide, reconnaissant enfin l'ampleur de leur erreur. Ils confessèrent leurs actes et exprimèrent des remords sincères, affirmant qu'ils n'avaient jamais imaginé que leurs actions auraient de telles conséquences. Le chef ne répondit pas immédiatement. Il se tourna vers les anciens et convoqua une réunion dans la case centrale du village. Les discussions furent longues et animées. Certains estimaient que les étrangers ne méritaient aucune clémence, qu'ils devaient affronter les conséquences de leurs actes jusqu'au bout. D'autres, cependant, pensaient qu'il était du devoir de Baiolo, en tant que communauté guidée par la sagesse et la spiritualité, d'intervenir pour rétablir l'harmonie avec les esprits. Après de longues heures de débat, une décision fut prise, les chefs de culte seraient convoqués pour organiser des rituels de purification,
mais les étrangers devraient d'abord prouver la sincérité de leur remords. Le lendemain, les étrangers furent conduits sur la place centrale du village. Sous l'œil vigilant de la communauté, ils furent invités à s'agenouiller devant le chef et les anciens. Un par un, ils durent exprimer publiquement leurs regrets et demander pardon. Certains pleuraient, d'autres étaient tremblants, mais tous étaient sincères dans leurs paroles. Ils avouèrent leur arrogance et leur ignorance, reconnaissant qu'ils avaient sous-estimé la force et la profondeur des traditions de Baiolo. Une fois leur confession achevée, les chefs de culte entrèrent en scène. Revêtus de leurs habits sacrés, ils portaient des instruments rituels et des offrandes destinées aux esprits. Les rituels commencèrent par des chants anciens, des incantations récitant les noms des ancêtres et demandant leur clémence. Des sacrifices symboliques furent offerts, des fruits, des noix de cola et des volailles, tous choisis pour leur signification spirituelle. Les étrangers furent ensuite impliqués directement dans le rituel. Sous la supervision des prêtres, ils durent verser de l'eau sacrée sur leurs mains et leurs pieds en signe de purification. Ils furent invités à répéter des paroles de repentir dans la langue locale, un acte symbolisant leur humilité et leur acceptation des coutumes de Baiolo. Enfin, une danse rituelle fut exécutée autour d'eux, marquant la fin du processus de purification. Lorsque les rituels furent terminés, les chefs de culte déclarèrent que les esprits étaient apaisés. Les étrangers, bien que encore affaiblis, commencèrent à ressentir un soulagement. Leurs malédictions semblaient se dissiper, et leurs douleurs physiques s'atténuèrent progressivement. Ils remercièrent le chef, les anciens et les prêtres avec une gratitude profonde. Mais il était clair qu'ils n'étaient plus les mêmes. Cette expérience les avait changés, leur enseignant une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Peu de temps après, les étrangers quittèrent Baiolo. Leur départ fut discret, sans les festivités ni la chaleur qui avaient accompagné leur arrivée. Ils savaient qu'ils ne pourraient jamais retrouver la confiance et l'affection des villageois. Pourtant, en partant, ils emportèrent avec eux une leçon inestimable sur le respect des croyances et des traditions. Quant à Baiolo, le village reprit peu à peu son rythme habituel, mais les événements laissèrent une empreinte durable dans les mémoires, rappelant à tous l'importance de protéger ce qui est sacré.